Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter la solution qui réglerait le problème de Gaza du point de vue israélien comme du point de vue des Gazaouis. Donc, je commence mon histoire. Alors, Gaza, bande de terre de 360 km² qui se trouve à l'intérieur du territoire israélien, bordée donc d'un côté par l'Égypte et de l'autre par Israël. D'accord? Alors, en 2007, le Hamas gagne les élections pour dire, donc il se met à diriger cette bande de terre. Le Hamas, voilà son logo. Je crois que sur le logo, vous voyez la mosquée Al-Aqsa ou la mosquée d'Omar, je ne sais plus. Hamas qui veut dire ferveur en arabe et qui est en fait l'acronyme partiel de Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, qui veut dire mouvement de résistance islamique. Le ton est donné. Il est fondé en 1987 par le cheikh Ahmed Yassine ainsi que Abdelaziz Rantisi et Mohamed Taha. Voilà. Donc, dès sa prise de pouvoir, le Hamas liquide l'opposition. C'est comme ça que ça marche dans ces régions. Il va massacrer 600 personnes, dont principalement des membres du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Il y aura aussi des femmes et des enfants, malheureusement, dans le lot. Juste après, il impose l'application stricte de la charia, donc port obligatoire du hijab, autorisation de la polygamie, persécution des opposants et des journalistes, persécution des femmes, persécution des homosexuels. On ne persécute pas les juifs, puisqu'il n'y en a plus. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est dès ses entrées en fonction. Et à partir de 2008, et ce jusqu'à aujourd'hui, donc les 10 années, en fait, de 2008 à 2018, on vit ce qu'on peut appeler entre Israël et Gaza un jour sans fin. C'est-à-dire que l'histoire se répète constamment. Donc le Hamas procède à des attaques terroristes via des tunnels, des infiltrations d'individus ou des roquettes. Israël réplique par des frappes aériennes qui n'ont pas pour but de détruire le Hamas, mais de limiter ou de réduire ses capacités militaires. Le Hamas perd des combattants et des roquettes, mais gagne la sympathie de la communauté internationale à cause des victimes gazaouis. Et Israël gagne une accalmie de 6 mois, 1 an, voire plus souvent. La situation se répète, le Hamas réitère ses attaques terroristes, Israël reprend ses frappes aériennes, souvent accrues cette fois-ci. Ça peut souvent, et ça arrive souvent, que ça amène à une guerre. Il y a déjà eu 3 guerres, je crois. Donc les victimes gazaouis augmentent. Et donc le Hamas perd des commandants et des roquettes. Et Israël se fait condamner par la communauté internationale. Souvent, on reproche à Israël, la plupart du temps, d'avoir eu une réponse disproportionnée. Alors là-dessus, je vais faire une parenthèse. Les institutions internationales, les Européens, les Russes, etc., les Américains même, reprochent à Israël d'avoir des réponses disproportionnées. On se souvient qu'en Irak, par exemple, les Anglais et les Américains, quand ils ont envahi l'Irak pour déloger Saddam Hussein en 2003-2004, 2 journaux anglais, je crois, c'était The Lancet and The Independent, avaient fait une enquête et avaient démontré que 36% des victimes qui avaient été tuées lors de cette intervention, de cette invasion, étaient des enfants de moins de 15 ans. Disproportionné, proportionné. On se souvient aussi de la bataille de Fallujah en 2004, où, je crois, il y a eu je le lis ici, entre 4000 et 6000 victimes, principalement des civils. Ce qui est souvent amusant, c'est de voir la Russie, Poutine en premier chef, accuser Israël de riposter trop durement, etc. Il a tué quand même le Poutine entre 100 000 et 250 000 Tchétchènes, principalement des civils. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est bien entendu l'OTAN. En 1999, il bombarde Belgrade, alors que Belgrade ne les menace pas de roquettes. Passons. Et il y a évidemment des bavures. Et au cours d'une de ces bavures, suite à une de ces bavures, je crois que c'était l'ambassade chinoise, le porte-parole de l'OTAN déclare en 1999 qu'en temps de guerre, c'est normal de bombarder des hôpitaux, des écoles, des trains, des ambassades par erreur. C'est tout à fait normal. Ce sont ces mêmes personnes qui accusent Israël systématiquement d'avoir une réponse disproportionnée, de tuer trop de victimes. D'accord. Alors on va parler d'abord des solutions qui ne marchent pas. La première solution, qui est le plus souvent avancée par Israël d'ailleurs, en premier chef, et notamment par Netanyahou, c'est le statu quo. Or, une solution de statu quo, c'est-à-dire en fait on garde la situation telle qu'elle est maintenant, celle que je viens de décrire, en fait ce jour sans fin. Attaque terroriste, réplique israélienne, etc. Condamnation internationale. Le problème du statu quo, c'est qu'il ne peut fonctionner que s'il y a statu quo. Mais ce n'est pas un équilibre stable. Dans cette région, c'est très rare. Du point de vue du Hamas, regardez bien. En 2005-2007, les roquettes du Hamas avaient un rayon d'action de 5 km pour une charge explosive de 5 kg. Aujourd'hui, les roquettes du Hamas, qui sont beaucoup plus nombreuses, ont un rayon potentiel de 100 km et une charge explosive de 100 kg. C'est plus du tout la même situation. Le Hamas a maintenant une force navale
des drones, des tunnels. Et la suite logique, comme on dit en mathématiques, c'est l'acquisition par le Hamas d'armes bien supérieures et bien plus nuisibles, comme les armes chimiques ou les armes biologiques. C'est une histoire de temps. D'ailleurs, une anecdote, un des responsables du Hamas avait annoncé à la télé, je crois que c'était Al-Aqsa TV, avec fierté d'ailleurs, que le Hamas était devenu un des plus expérimentés en termes de production de roquettes. C'est pas drôle, c'est juste ça me fait sourire quand je pense que Israël récemment a fait la déclaration, a annoncé qu'il était un des leaders de l'innovation médicale. Dans cette région, chacun sa branche, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, on va continuer. Donc ça, c'était la première chose, première solution qui n'a aucune chance de fonctionner et qui est très dangereuse parce que faire croire aux gens, le statu quo, ça a un effet très apaisant chez les gens parce qu'on se dit bon, on va rester comme on est, il n'y a pas vraiment de... Mais d'abord, il y a déjà eu 3 guerres entre les deux belligérants et entre le Hamas et Israël et en plus, comme je vous l'ai dit, les armes vont augmenter et en qualité du côté du Hamas, ça va devenir de plus en plus compliqué. D'autant plus que pour Israël, ce n'est pas un statu quo. Israël dépense des sommes de plus en plus importantes pour réparer les dégâts causés par le Hamas. Quand le Hamas envoie une roquette dans une école, même s'il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu de victimes, il faut réparer l'école. Les cerfs-volants que le Hamas a envoyés multicouleurs, tout à fait jolis, mais qui portaient des charges explosives sur eux, ont détruit l'équivalent de 2 Central Park en Israël de terrains agricoles. Il faut réparer tout ça. L'autre solution, et qui cette fois est avancée par les niveaux élevés de l'armée en Israël, c'est la solution économique. Elle est connue, archi connue. Il faut savoir que l'armée en Israël, en tout cas les échelons supérieurs, se sont gauchisés extrêmement ces dernières années. Et en fait, ils préconisent la construction de ports, d'aéroports pour Gaza, en pensant que ça va résoudre le problème et que la violence va s'arrêter. Vous savez, il serait temps que les échelons supérieurs de l'armée israélienne arrêtent d'être des sociologues et d'essayer de comprendre pourquoi socialement l'ennemi essaye de les tuer. Mais enfin, le mandat d'une armée, c'est quand même de trouver des solutions militaires aux menaces physiques qui pèsent sur la population. Passons. Donc, cette solution n'a aucune chance de fonctionner. Pourquoi? Une solution économique, un développement économique ne fonctionne. Dans un conflit entre deux parties, ça ne fonctionne que si les deux parties se soucient du bien-être de leur population respective. Ce qui n'est pas le cas du Hamas. Je veux dire qu'il y a un point de passage. Je vais vous remontrer la carte entre le Hamas, enfin entre Gaza et Israël. Vous voyez ici, il y a un point de passage qui s'appelle Kerem Shalom. D'accord? Les membres du Hamas, enfin, le Hamas, a bombardé plusieurs fois ce point de passage, qui amène des vivres. Tous les jours, il y a des camions qui amènent des vivres à Gaza et qui viennent d'Israël. Parce qu'Israël fait un blocus, mais c'est pas comme en Égypte. L'Égypte ferme tout. Israël achemine des biens en tout genre à Gaza. Ils l'ont brûlé, le Hamas, au point de passage, plusieurs fois. Quand Israël a voulu amener des médicaments pour soigner les manifestants, soi-disant manifestants qui s'étaient rués vers la clôture, récemment en mars, ou en avril, je ne sais plus, le Hamas a refusé. Mais cerise sur le gâteau, quand il y a une guerre entre Hamas et Israël, le Hamas, quelques mois après, très souvent, récupère sa capacité militaire. Et souvent, il a amélioré. Il faut des dizaines et des centaines de millions de dollars pour arriver à cette situation. Or, s'il arrive à augmenter ses capacités militaires en si peu de temps, mais que sa population reste pauvre en même temps, ça veut dire que tout l'argent est destiné au Hamas lui-même, à ses capacités militaires. Il se soucie très peu. D'ailleurs, il faut voir dans quel état de luxe vivent les membres du Hamas par rapport à la population gazaouie. Ok. Donc cette solution ne marchera jamais. Sauf si, évidemment, et on arrive à ma solution, si le Hamas n'est plus là. Donc, en fait, ma solution, elle est simple. Elle est très simple sur le papier. Israël rentre à Gaza. Israël tue ou emprisonne les membres ou les dirigeants du Hamas et détruit instantanément le stock de roquettes présent à Gaza. Donc le danger n'est plus imminent pour Israël, des roquettes. Deuxième étape, Israël se met à gérer la bande de Gaza. Alors j'entends déjà les cris des vierges effarouchés qui vont m'accuser de supporter ou de soutenir l'occupation. Je vais vous donner quelques chiffres parce qu'il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a des tas de statistiques qui sont publiées par la Banque mondiale et même par des universitaires de gauche d'ailleurs israéliens. Je vais vous en donner une. La mortalité infantile à Gaza, elle était de 60 enfants pour 1000 en 1967 quand Israël a pris le contrôle. En 2000, elle était de 15 pour 1000. Vous voyez comment elle a réduit. La proportion de la population qui a l'électricité, elle était de 20% en 1967. Elle était en 1986 de 92,8%, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Donc il faut arrêter d'être bête et stupide. Je comprends que certaines personnes soient attachées au sort des Palestiniens, mais si vous êtes vraiment attaché au sort des Palestiniens, vous comprenez bien que la présence d'Israël serait beaucoup plus salutaire pour les Palestiniens que celle du Hamas. Maintenant, cette solution a une faille. La faille est la suivante. Plus Israël restera à Gaza,
plus la situation deviendra inextricable. Pourquoi? Le Hamas n'est plus là, mais la nature a horreur du vide. Et d'autres islamistes, le djihad islamiste, le toto-islamiste, peu importe, voudront prendre le pouvoir et vont voir en Gaza une sorte d'appel d'air pour résister contre l'occupant juif. Au niveau international, vous comprenez bien que quand un Israélien met un PV à un Palestinien, l'ONU se réunit. Donc si les Israéliens sont présents à Gaza, ça va être pas possible au niveau international. Surtout qu'en plus, les islamistes vont appliquer leur tactique habituelle, c'est-à-dire de se mêler à la population et d'harceler les Israéliens. Donc les Gazaouis vont souffrir. Donc la dernière étape de ma solution, elle implique et je pèse mes mots, de relocaliser par des moyens financiers les Gazaouis non belligérants vers des pays tiers. Donc de financer la réhabilitation et la relocalisation des Gazaouis non belligérants vers l'Europe et les pays arabes riches pour les accueillir. Vous savez, les Gazaouis sont victimes du totalitarisme et de la guerre. L'Europe récemment a déclaré que c'était son devoir d'accueillir ce type de population. Et je vous mets ma main à couper que si vous proposez moyennant finance à des Gazaouis et s'ils ont la possibilité de partir et de se réinstaller et d'avoir une meilleure vie, tous vont accepter. Tous. D'accord ? Voilà, alors je vais conclure rapidement parce que je me suis un peu éternisé. Je vais juste répondre à un ami sur les réseaux sociaux qui a déclaré que il ne fallait pas tirer sur des gens, même s'ils appartenaient au Hamas, quelle que soit l'appartenance politique, il fallait discuter. Alors, je vais vous donner en fait l'appartenance politique du Hamas. En fait, c'est pas moi qui vais la définir, c'est un cheikh, un des principaux cheikhs du Hamas. Vous le voyez, il s'appelle Cheikh Iyad Abou Founoun. Il est sympathique, il peut vous animer vos soirées d'anniversaire. Et lui, il a déclaré en fait que on ne laissera pas un seul juif en terre islamique, comprenez Israël, hein, puisqu'il n'y a plus de juifs à Gaza, quel que soit le juif, de gauche, de droite, religieux, pas religieux, sioniste ou antisioniste. Voilà, c'était le programme politique du Hamas. À bientôt les amis.